Bonjour à tous et bienvenue dans notre histoire. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'une grande civilisation, qu'est la Grèce antique. Le premier peuplement de la Grèce remonte à 40 000 avant Jésus-Christ, mais ce n'était que des nomades. Il en reste très peu de traces aujourd'hui. Même au Paléolithique, les traces restent très rares. Le passage au Néolithique se fait entre le 5e et le 3e millénaire, qui est un peu en retard face à l'Orient. À peu près dans le même temps, un peuple que l'on nomme les premiers Grecs nous arrive des steppes situées entre la mer Caspienne et la mer Noire, et même sur les hauts plateaux anatoliens, la Turquie actuelle. Leur langue semble très proche de l'indo-européen, on les nomme les Archéens. Sous l'influence des grandes colonies migratoires, la population s'agrandit, comme en Thessalie, une des régions de la Grèce. La civilisation reste principalement agricole et pastorale, religieuse. Mais pas que, ils sont aussi de très bons navigateurs. Un commerce maritime voit le jour entre la Grèce et les Cyclades. Cette région est très connue pour la fabrication de l'obsidienne, et vers 3000 avant Jésus-Christ, d'autres envahisseurs introduisent l'usage du métal. Une hiérarchie apparaît donc au sein du castre aristocratique, qui utilise les armes et les objets décoratifs. Nous entrons dans l'époque éyadique ancien, que l'on peut situer entre 2600 et 1950 avant Jésus-Christ. Elle est principalement marquée par l'accroissement de la population grâce à l'immigration et aux périodes migratoires. Je vous l'accorde, il est très difficile de faire la différence entre les peuples. Nous avons les Archéens, les Éoliens et les Ioniens. Mais ils forment à eux tous les premiers peuples de la Grèce. Par la suite, nous allons rentrer dans la période mycénienne, que l'on peut situer entre 2000 et 1100 avant Jésus-Christ. Au début du deuxième millénaire, le monde autour de la mer Égée est dominé par une île, la Crète. Elle connaît une brillante civilisation que l'on nomme minoenne, de Minos, qui était le souverain de la Crète. Les rois centralisent l'économie autour de leur territoire grâce à l'expansion de leur flotte et de l'écriture. Il y a un échange de matières premières et de produits manufacturés entre ces îles et l'Orient, comme l'Égypte. À partir du XVIe siècle avant Jésus-Christ, à Troie ou encore à Chypre ou encore dans le Péloponnèse se développent de brillantes civilisations. Au milieu du XVe siècle, les palais crétois dont j'ai parlé plus haut sont détruits et la civilisation mycénienne s'y installe et commence à apprendre le grec. En Grèce, il y a de puissants royaumes qui s'organisent. Malgré que le centre de ces civilisations paraisse complètement indépendant, le monde mycéen forme un tout. Ce qui est incroyable avec ces centres, c'est leur rayonnement économique à travers la mer Méditerranée. Ce rayonnement s'applique à la céramique mycénienne, de l'étain, de l'obsidienne ou du cuivre. Cependant, le monde mycéen se détruit peu à peu. La totalité des centres est touchée à peu près vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Cela provoque une vague d'immigration vers les îles du Dodécanèse. Par la suite, les guerres et les invasions peuvent expliquer la disparition de cette civilisation. Changement de t-shirt. La Grèce n'est plus qu'un agrégat d'unités disparates, affaiblie et repliée sur elle-même. Ensuite, nous allons parler du Moyen-Âge hellénique qui se passe entre le XIIe et le 8e siècle avant Jésus-Christ. L'invasion dorienne ouvre une page assez sombre de l'hellénisme, expliquée dans les textes d'Homère ou d'Hésiode. Entre le XIIe et le XIe siècle, il y a une extrême dépopulation vers les côtes occidentales et d'Asie mineure. D'après les historiens, on pourrait dire que 3/4 de la population de la Grèce sont partis. Le reste de la population grecque développe de plus en plus leurs techniques en matière de céramique, mais aussi de fer, qui reste quand même assez rare. Cependant, vers le XIe siècle, le fer devient prépondérant. Même la société subit de profonds changements. On peut voir apparaître un nouveau concept, celle de la cité. On suppose que les nouveautés que l'on perçoit dans la grecque hellénique viennent progressivement d'Asie mineure. Les petites communautés que l'invasion dorienne a dispersées se regroupent pour former des cités, police, séparées en deux zones, en zone urbaine et en zone rurale, la Chora. La police archaïque naît de rapprochements de petits villages proches les uns des autres. Déjà, des groupes sociaux apparaissent dans la police, entre les nobles, les paysans, les pairs et le roi. Ils possèdent les terres et les troupeaux qui sont la principale source de richesse. Au conseil du roi, les petits paysans et les démiurges, qu'ils soient artisans ou profession libérale, comptent très peu dans l'agora. De plus, les esclaves sont exclus complètement de la vie politique et de l'armée. La plus grande tradition grecque donne lieu aux Jeux Olympiques en 776, qui marque le début du bon fonctionnement des cités. Le fonctionnement de la cité grecque reste la première en matière de la vie politique, qui reste quand même prééminente. Les Grecs face au reste du monde se démarquent par leur originalité de leur vie politique et de leur fonctionnement de leur cité. Leur religion est un mélange savant entre des dieux et la société des hommes. Le panthéon hellénique hiérarchise les dieux en fonction de leurs attributions diverses.
Même en dehors de la péninsule, les différents groupes grecs ont une cohésion religieuse, c'est-à-dire qu'ils vouent un culte au même dieu, avec quelques différences par rapport aux dieux de référence. Certaines régions construisent des sanctuaires dédiés à ces dieux référents. Prenons quelques exemples. On peut commencer par Argos ou Samos, qui vouent un culte à Héra, Délos ou Delphes qui vouent un culte à Apollon, ou encore à Olympie ou Dédone, qui vouent un culte à Zeus. C'est les plus anciens sanctuaires de la Grèce. Le développement de ces cultes traduit bien l'idée communautaire. Parlons un peu de l'écriture. L'alphabet grec prend son sens à peu près dans la même période. Elle est cependant empruntée aux Phéniciens qui sont le peuple de la côte syro-palestinien. Elle modifie la mémoire des Grecs, pas au sens cérébral, mais au sens de l'histoire tout simplement. Il y a les premières institutions avec les textes écrits par le peuple. On peut traduire sur l'un des registres datant du 7e siècle la formule « la cité a décidé ». Je suis sûr que vous savez ce que cela signifie, mais peut-on parler réellement d'un début de démocratie ? Selon moi, pas encore. Rentrons maintenant dans la période archaïque qui se trouve entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le mot archaïque est emprunté au mot archéologie. Cela signifie que c'est le début de l'art grec. Il y a donc une transformation sociale accompagnée d'un remaniement économique. Mais dans l'un des ouvrages d'Homère, il nous partage que la démocratie est une victoire face à l'oligarchie ou à l'aristocratie. C'est l'Asie mineure qui connaît ses premiers remaniements face aux Grecs. Dès le 7e siècle, l'aristocratie s'impose au pouvoir. Ceci est expliqué par le démembrement progressif des devoirs du roi. De plus, l'ancien conseil du roi est dirigé maintenant par des magistrats qui ne soucient très peu du peuple et donc donnent beaucoup de pouvoir aux riches et aux aristocrates. Entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, de nombreuses colonisations vont consolider les cités grecques. Elles vont s'étendre de la mer Noire jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Espagne. Cela provoque un grand changement dans la société grecque, puisque de nouvelles personnes non nobles arrivent grâce à l'enrichissement du nouveau commerce, et donc demandent plus de pouvoir politique. Cependant, d'un autre côté, les journaliers, donc les petits paysans, voient arriver une concurrence assez forte du blé, moins cher qu'ils le vendaient. Donc, on arrive à avoir une transformation sociale. Les Grecs se voient confrontés à de gros problèmes. Ainsi, des législateurs apparaissent dans les cités, qui régit les lois applicables à tous, le nomoi. Cependant, l'insuffisance de ces lois engendre l'apparition d'une certaine politique, celle des tyrans. Mais des problèmes arrivent aussi pour les tyrans lors de leur descendance. Et donc, une révolution finit par éclater dans les cités, comme à Athènes lors de la révolution de Clystène en 510 avant Jésus-Christ. Les institutions qui ont été créées lors de la période archaïque et de la cohésion des cités ont l'occasion de pouvoir démontrer leur valeur lors des guerres médiques contre les Perses entre 490 et 479 avant Jésus-Christ. C'est ainsi que l'on s'arrête sur la fin de la période archaïque. Nous verrons la deuxième moitié de la Grèce antique lors d'une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à ma chaîne ou alors à vous abonner si cela vous a plu, et je vous dis à la prochaine.